Voilà. Merci au comité de programme de m'avoir sélectionné, en tout cas. Donc, on va parler un petit peu technique cet après-midi. Je vais essayer de parler, je ne sais pas à quelle hauteur du micro, parce qu'il paraît que c'est trop fort. Mais comme vous avez bien mangé, vous allez être un petit peu endormi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, vous avez un certain nombre d'éléments. La présentation, de toute façon, sera publique. Elle a déjà été jouée à deux, trois endroits. Je travaille depuis 97 dans la cybersécurité. Avant, on parlait de sécurité informatique. Maintenant, on parle de cybersécurité et je me suis spécialisé il y a une vingtaine d'années dans le code, dans tout ce qui touche autour du code, aider les équipes de développement à essayer de sortir des applications pas trop pourries. Alors, l'agenda de de la journée, l'agenda de la présentation, on va essayer de passer quelques attaques récentes sur la chaîne d'approvisionnement des logiciels. Alors c'est bien parce qu'il y a certaines personnes qui vont intervenir après, comme Christophe dans l'après-midi. Eh ben, je ne présenterai pas mon slide parce que lui, je pense, le présentera beaucoup mieux que moi, parce que ça sera un petit peu plus détaillé, je suppose. Ça permettra de gagner du temps et je passerai peut-être rapidement aussi sur les SBOM parce qu'il y a quelqu'un juste après moi qui va parler des SBOM. Donc ça tombe bien, ça permet de faire une introduction aux autres speakers. On va essayer de regarder deux écosystèmes, NPM et Python, et les GitHub Actions. Pourquoi les trois là? Alors les GitHub Actions, vous allez me dire pourquoi pas les GitLab CI ou les Jenkins. Ce qui est applicable dans un monde est applicable dans l'autre. L'idée, c'est qu'on a eu des exemples très récents sur les GitHub Actions, sur Python et sur NPM aussi. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le même problème si vous faites du .NET, du Java, du Kotlin ou tout autre écosystème. Et puis, on essaiera de voir à la fin les solutions qu'on a à notre disposition, les solutions gratuites open source, entre autres les solutions de l'OWASP, mais pas que. Et on essaiera de regarder quelques mesures en dehors de ces purement éléments techniques qu'on peut mettre en œuvre. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, ça, c'est votre code, votre application. C'est tout simplement un ensemble de briques. Et aujourd'hui, cet ensemble de briques, alors cette image, on la voit à toutes les sauces. On l'a vu sur US East One, on la voit régulièrement. Mais votre code doit, un jour ou l'autre, dépendre de cette petite brique qui traîne quelque part. Grosso modo, on considère que 70 à 80% de votre application, c'est un ensemble de briques de code que vous ne maîtrisez pas forcément. Maîtriser, ça veut dire que vous ne l'avez pas codé vous-même. Quand vous regardez n'importe quelle application moderne aujourd'hui qui est basée sur Node ou sur Python ou les autres, vous regardez le nombre de dépendances que vous tirez, ça vous donne une idée du nombre de briques que vous avez juste pour faire tourner une chaussette ou un panda sur un écran comme celui-ci. L'autre chose, c'est qu'aujourd'hui, on a eu une augmentation de plus en plus grosse et récente sur ces attaques, sur ces packages. Sur l'ensemble de l'écosystème qu'on va trouver sur Internet, il y a de plus en plus d'attaques sur les écosystèmes, sur les dépendances. Et si vous n'y faites pas attention, bah, vous allez facilement rentrer dedans. NPM, c'est plusieurs millions de packages. Aussi bien un package qui fait des choses vachement compliquées à base, alors on va dire les gros mots, à base d'AI et tout ce que vous voulez, qu'un tout petit package de rien du tout qui va juste changer une couleur sur une page web ou dans une application que vous développez. Python, avec PyPy, c'est plusieurs centaines de milliers aussi de packages, donc de briques logicielles. Et je ne parle pas de Maven qui est encore un peu plus vieux, où là, on en a peut-être encore plus. On a, donc je représente aussi l'OWASP. Donc l'OWASP a remonté sur 2025 le risque de la supply chain qui était un petit peu en bas du top 10, que je pense beaucoup de vous, de vos collaborateurs ou de vous-même connaissez.
il est passé de la 6e position à la 3e position. Et je pense que peut-être que dans quelques années, il sera peut-être en première position. La supply chain logicielle, c'est extrêmement critique aujourd'hui. Aujourd'hui, la supply chain logicielle, si vous n'y faites vraiment pas attention de bout en bout, même quand vous développez l'époque, vous allez avoir un problème. Le dernier exemple du début du mois, c'est Trivi. Trivi, sur sa supply chain, ils se sont fait avoir. J'ai vu ce matin dans le train que Christophe avait publié un article avec des collègues sur cette attaque, parce qu'elle n'a pas touché que Trivi, elle a touché d'autres repos. Ce qu'il faut voir, c'est que le repo de Trivi a été touché. Trivi, c'est un logiciel qui analyse vos dépendances, l'arroseur arrosé. Donc, ils se sont fait avoir sur leur chaîne de CI. Vous avez aussi, il y a quelques semaines, Notepad++, bien sûr, qui n'est quasiment pas utilisé dans toutes les entreprises. Là aussi, ça a été très vicieux. Juste pour vous donner des exemples anodins, voilà, vous avez Notepad++. Donc là, on ne parle pas de dépendance logicielle, on parle d'un petit logiciel que tout le monde va utiliser, aussi bien la secrétaire que certains développeurs, parce qu'en fait, il y a vachement de fonctionnalités sympas sur Notepad++, sous réserve que vous travaillez sous Windows, quoi. Mais bon, dans les autres OS, il y en a aussi. Donc, la chaîne d'approvisionnement aujourd'hui, c'est vraiment une autoroute pour toutes les attaques. Et quand je dis une autoroute, c'est pas juste le package, c'est comment on crée le package, comment le package est publié et comment vous allez créer votre application basée sur les packages que vous allez obtenir à l'extérieur. L'attaque du ver de dune, qui je crois sera expliquée par Christophe un petit peu tout à l'heure, a été assez phénoménale. Il y a certaines entreprises que je nommerai pas qui sont peut-être dans la salle, mais en tout cas j'en connais une qui est proche de moi à Bordeaux, qui a été touchée par le ver. Et ils ont dû arrêter pendant quelques jours leurs infrastructures à cause de ça. Alors les attaques sur la supply chain, il y en a plein. En voilà un exemple. Vous avez un package totalement populaire, genre il y a 10 000 étoiles sur GitHub, il est installé dans plein d'applications open source, et vous avez un super développeur qui se dit « Putain, j'ai besoin de ça, je vais le tirer, je vais l'ajouter chez moi, etc. » Jusque-là, tout va bien. Et puis un jour, un panda. Pourquoi un panda? Je vous laisse réfléchir. Il y a beaucoup de pandas. Ils ont pas été, je les ai pas maltraités, mais il y a beaucoup de pandas dans cette présentation. Un jour, un panda demande la propriété de ce package sur GitHub. Je ne sais pas si vous savez comment on transfère les propriétés sur GitHub, mais c'est tout simple. C'est très très simple. Donc, l'ancien mainteneur de EventStream transfère à un panda. Le panda insère un code malveillant dans EventStream. Et à partir de ce moment-là, tous ceux qui vont builder et tirer une nouvelle version d'EventStream vont avoir ce qu'a mis le panda comme code malicieux. Ça peut être des collectes de clés de type Bitcoin ou autre chose. En l'occurrence, ici, on a eu des exemples justement sur le vol de clés qui ont été faits. Ça a pris un peu de temps à être détecté, peut-être parce que ça faisait partie des premières un petit peu malveillantes. Peut-être que on surveillait un peu moins, mais en tout cas, c'est quelque chose de pas nouveau. Autre exemple, votre développeur, il est un peu fatigué, et lorsqu'il ajoute dans son IDE, dans son makefile, dans son package JSON, donc sur NPM, un package, il suffit qu'il transforme un 0 en O, il oublie un S, et il va tirer depuis la registrie dans laquelle il y a tous les artefacts de NPM, le package malveillant.
On a eu cet exemple-là qui a traîné sur Lodash, React, Express. Vous voyez, enfin, c'est pas des choses qui sont anodines. Il faut se planter, mais on en voit souvent qui arrivent à se planter. Vous le premier quand vous tapez votre petite ligne rapidement. Donc ça, c'est le deuxième exemple. Et qu'est-ce qu'on va trouver dans un package malveillant? Ben, on peut constater, par exemple, une exfiltration de données toute simple. Donc là, c'est un code vraiment basique qui, tout simplement, va exporter l'ensemble de vos variables d'environnement, que ce soit en run, que ce soit en build ou à un autre moment. Suivant à l'endroit où vous mettez le petit morceau de code d'exfiltration, ça peut être au moment du build ou ça peut être au moment de l'exécution que le code va poser problème. Si c'est au moment du build, il va builder dans votre CI, que ce soit sur du Jenkins, du GitLab ou du GitHub Action, et là, il pourrait faire des choses. Tout dépend de ce qu'on cible. Alors, en 2026, une présentation où il n'y a pas d'IA, ce n'est pas une bonne présentation, m'a-t-on dit. Donc voilà, j'en ai mis. Bon, les images sont générées avec une IA, hein, je ne m'en cache pas. Je n'ai pas ce talent pour pouvoir dessiner, même si j'essaye. Euh, on a eu des exemples sur les modèles d'IA où effectivement, on a été empoisonné des modules Python qui permettaient effectivement de voler des données dans l'apprentissage qui est derrière. Alors, pareil, hein, on a le même cas qui s'est produit en 2022-2024 sur PyPy, qui est la registrie principale de Python, hein, sur lequel on avait aussi effectivement des petits soucis de typo-squatting. Donc, exactement la même chose qu'en NPM. La même chose sur des attaques qui sont produites sur le problème des confusions de dépendance. Quand vous déclarez vos dépendances dans votre fichier, donc ici requirement.txt ou dans votre package JSON, certains déclarent je veux le package, ici on va dire my company. Et ils ne donnent pas un numéro de version. Ils n'en ont pas besoin, comme ça ils sont sûrs d'avoir le dernier package. C'est pratique. Le problème de tout ça, c'est que votre package manager qui va chercher les packages lors du build risque, si votre registry est mal foutu, si la CI est mal foutue, si les options ne sont pas correctement mises, d'aller chercher un package à l'extérieur. Si quelqu'un s'aperçoit qu'il y a un package interne dans une application qui s'appelle Company Internal Lib, comment il pourrait le savoir? Tout simplement trouvant un morceau de code quelque part qui fait référence. Un développeur qui a fait du copier-coller sur Stack Overflow, je sais que ça se fait plus trop, mais ça peut arriver. Du code sur GitHub qui est en code, entre guillemets, open source, ou tout autre type d'endroit où on va trouver du code. Votre build, au moment où Python installe la lib, par défaut, il va aller chercher la librairie la plus récente. Et si un Panda a publié la version 999 en public, il y a de fortes chances que cette dépendance soit tirée directement chez vous. Alors, il y a des solutions de type JFrog Artifactory, pour ne pas le nommer, qui permettent d'empêcher ça, mais encore faut-il qu'elles soient bien configurées, monitorées par votre équipe de la Software Factory. Et derrière, encore une fois, on va retrouver du code, par exemple, qui va aller chercher des données et qui va les sortir. GitHub Action. GitHub Action, c'est très rigolo parce qu'en fait, Trivi a été un peu touché par ça. Microsoft, je crois qu'il y a Trivi, Microsoft. Datadog, ça n'a pas marché, de ce que j'ai compris. Mais il y a un certain nombre de logiciels qui se sont fait avoir au début du mois, enfin, fin février, début mars, sur le principe des fameux workflows GitHub. Parce qu'en fait, le workflow GitHub qui s'exécute, il a plusieurs privilèges. La première, c'est d'aller chercher une dépendance, éventuellement, de faire des builds, de lancer un GCC, un NPM, un Python, tout ce que vous voulez. Mais il peut aussi aller chercher les pull requests, il peut aller chercher tout ce qu'il veut en soi-même. Et lorsque vous créez un logiciel sur GitHub,
bah, vous avez souvent la capacité à dire je veux ajouter une action. Alors là, elle est vraiment complètement aléatoire, mais vous pouvez aller chercher une action. Et parfois, vous allez trouver des actions qui ont l'air super bien, super pratiques. Encore une fois, quand vous vous placez au niveau du développeur, le développeur, il trouve toujours plein de trucs super pratiques. Et donc, au final, là, il va aller chercher une action qui est dans la registrie GitHub qui va faire quelque chose. Et si vous n'avez pas le code source, vous ne savez pas ce qui se passe. Ce qu'il faut savoir, c'est quand une action GitHub s'exécute, elle s'exécute avec un certain nombre de privilèges, dont celui d'accéder potentiellement au secret, qui serait accessible dans l'organisation, dans le repo, en fonction de votre config. Donc, c'est des choses qu'on a vues arriver, et des choses aussi sur l'APR, par exemple, juste le subject, juste le contenu, en injectant suffisamment de paramètres ou de contenu. Et bien justement, c'est ce qui s'est passé sur Trivi, c'est qu'il y a eu une injection ici qui a permis justement, a priori, de poser un certain nombre de problèmes sur le repo de Trivi. Tout simplement parce que si vous ne faites pas attention à ce qu'il y a sur l'APR, alors on parle d'EPR chez GitHub, on va parler de MR chez GitLab, c'est valable un peu partout. Si vous ne maîtrisez pas vos paramètres d'entrée ici, vous allez avoir des problèmes au moment du build. Parce que le build étant privilégié, si l'exécuteur de la GitHub Action, il se situe non pas dans le cloud chez Google, chez GitHub quelque part, mais chez vous, ce qui est possible avec GitLab, par exemple, on peut avoir des exécuteurs chez nous, et bien le gars, il est chez vous, et puis il exécute quelque chose, plus ou moins privilégié, encore une fois. Mais ça peut être dangereux. Donc il y a une façon très simple, encore une fois, hein, c'est d'aller compromettre l'action. Compromettre l'action sur GitHub, c'est passer clairement d'un mainteneur A à un mainteneur B. Il y a eu pas mal d'exemples où on a un certain nombre de pays connus qui, justement, font des actions pour aller prendre, justement, la main sur des GitHub Actions, parce qu'un jour, ça peut leur servir. Voilà, ça, c'était pour vous donner un petit aperçu de quelques attaques qu'on a pu voir. À notre disposition, il y a des solutions plus ou moins applicables suivant les environnements. Après, il faut prendre un peu de recul. Ce qui est présenté ici sur NPM, Python et GitHub Action s'appuie très très bien sur d'autres outils sans problème. La première chose, sur NPM, comme je disais, on peut faire quelques mesures préventives très simples. Il y a des outils de scan sur lesquels vous pouvez vous baser pour vous assurer que la dépendance n'est pas pourrie. Normalement, ça, c'est quelque chose que tout le monde doit faire à la date du 10 mars 2026. Si vous ne faites pas ça, ça serait quand même bizarre. Ça va vous permettre de vérifier que la dépendance que vous avez n'a pas de faille de sécurité. La question qui se pose, c'est qu'elle est basée sur une base comme la CVE. Donc si elle n'a pas été détectée, elle n'est pas vue. On peut mettre en œuvre aussi des choses qui vont nous permettre de fixer les versions qu'on veut installer dans le package.json. C'est le makefile, en fait, pour ceux qui ne sont pas très NPM, c'est le makefile ou c'est le requirement. On peut fixer les versions, ce qui va éviter au moment où on va faire le build d'aller tenter de chercher une autre version. Ça, c'est déjà une bonne chose. Et donc, d'éviter de réinstaller une version aussi. Et après, on peut rajouter sur NPM, et encore une fois, on est juste dans l'écosystème NPM, c'est des choses de base, c'est pas des choses qui sont, je dirais, à rajouter si vous utilisez du Node. On est capable d'auditer de base les dépendances et aussi de vérifier l'intégrité par rapport à une base. Le dernier outil qui est le scan, effectivement, peut, dans certains cas, être payant si vous utilisez Snyk, mais il y a la version gratuite de l'OWASP qui marche très bien, qui est dépendante de Citrac.
Python, un peu pareil. On peut fixer aussi l'intégrité et on peut fixer les versions. C'est-à-dire que plutôt que dans votre requirement.txt de mettre je veux request, alors request c'est un mauvais exemple, mais ça pourrait être n'importe quel Python, plutôt que de mettre request, vous mettez request telle version avec tel hash. Ce qui fait qu'au moment de l'installation, pip va vérifier qu'on a la bonne intégrité et le bon numéro de version. D'accord? Ça, c'est une première chose. Il y a des outils d'audit comme pip audit. Il y a toujours dependency track. Et aussi, lorsque vous buildez, vous pouvez builder dans des environnements virtuels. Ça limite la casse. C'est pas top, mais c'est mieux que rien. Après, le fait de faire des containers de build éphémères, etc., va rajouter plein de choses. Mais si vous êtes juste sur une petite application comme ça sur votre poste, ça peut marcher. Donc ça, c'est deux exemples de base, mais tout ça peut se baser sur ce qu'on appelle le SLSA Framework. Merci à Google de l'avoir un petit peu poussé. Le SLSA Framework, c'est quelque chose qui vous permet de donner des garanties supplémentaires sur vos dépendances. C'est-à-dire que vous, en interne, quand vous créez des dépendances pour vos projets, il y a toujours des librairies internes, vous pouvez appliquer l'ensemble du principe du SLA Framework qui va vous permettre derrière de générer des signatures, de générer un certain nombre d'éléments pour tamponner votre dépendance. Et vous pouvez aussi vérifier à l'aide d'outils que la dépendance que vous allez tirer d'Internet respecte un certain niveau du framework. Et aujourd'hui, il y a 3 niveaux. Le deuxième est facilement, je dirais, accessible, voire le troisième aujourd'hui. Et en appliquant 2-3 petits scripts supplémentaires sur votre build, que ce soit sur GitHub ou Jenkins ou les autres, vous allez encore une fois avoir une assurance que la dépendance est tamponnée, assurée, et ça va vous permettre directement derrière d'éviter les problèmes. Alors, il va falloir utiliser des SBOM qui vont être introduits juste après, de ce que j'ai compris. Il va falloir aller chercher les attestations et vérifier les attestations. Donc, on peut créer des artefacts signés et puis derrière, vous pouvez tout ça l'envoyer dans vos chaînes derrière de vérification qui vont vous sonner des alertes s'il y a différents problèmes. Le SBOM, c'est quelque chose d'important. Il y a quelqu'un qui va en parler après. C'est quelque chose d'important sans parler des obligations réglementaires. Aujourd'hui, le SBOM, le Software Bill of Material, qui est un format, il y a 2 formats, il y a le Cyclone DX et il y a l'autre dont je ne me souviens jamais, SPDX, voilà, je ne me souviens jamais du deuxième. Il y a ces deux formats, permet de décrire, vous vous souvenez le dessin où il y a toutes les dépendances là, qui dépendent d'un petit truc, vous avez une liste qui ressemble à quelque chose comme ça, qui va vous dire j'ai tout ça dans mon logiciel. Ça va devenir une obligation à cause du CRA, le Cyber Resilient Act. Ça va même aller plus loin, mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous permet de décrire votre application en termes de modules. L'avantage de tout ça, c'est que quand vous le soumettez derrière à un outil de scan, tel que Dependency Crack, il est capable de vous dire attention, il y a telle librairie dedans, et telle librairie, elle a tel niveau de risque. Et donc après, vous déclenchez tout ce qui va bien. Donc déployer un SBOM, c'est critique aujourd'hui. Je ne suis pas sûr que beaucoup ne le font pas, mais on en voit encore. Et surtout, on en voit qui génèrent le SBOM et qui s'en foutent, en fait. Alors, on va maintenant parler de comment sécuriser une GitHub Action. Alors, pourquoi GitHub Action? Je ne suis pas sûr que vous utilisez GitHub Action, je ne suis pas sûr que vous utilisez GitLab ou Jenkins. Puis après, il y en a encore plein des outils de CI. Mais vu qu'il y a eu quelques histoires avec les GitHub Action, c'est pas plus mal de répéter quelques best practices sur GitHub. Alors GitHub, c'est formidable, il y a plein de choses, il y a plein de fonctionnalités, il y a plein d'actions possibles. Une action, vous allez la définir dans un fichier YAML, vous allez dire utilise tel morceau de code.
Alors, vous avez des morceaux de code qui vont juste tirer un OS. Vous avez des morceaux de code qui vont tirer un OS avec des tools dedans. Vous avez des actions qui vont vous faire du scan automatisé de type sonar, de type sécurité ou autre. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces actions, aujourd'hui, il y a une première chose qui se passe, c'est que vous allez les chercher, les tirer. Faites bien attention, à, comme pour une dépendance logicielle, comme une librairie, la nommer et la piner sur un SHA particulier, ce qui vous permettra d'être sûr que si elle est compromise, s'il y a une modification, eh bien, c'est bon, vous ne tirez pas celle qui est modifiée. Restreignez les permissions, c'est-à-dire que lorsque votre action est en train de tourner, elle va utiliser tout le contexte d'exécution. Si elle a le droit d'écrire, de lire et de faire papa-maman, ben, elle fera papa-maman. Donc, vérifiez aussi à quoi elle a accès. Éventuellement, faites-les tourner en dehors de votre CI de production pour les premières fois. Après, bien sûr, si vous êtes en CI/CD, c'est un peu compliqué de dire je fais du CI/CD, mais comme le mec à la sécurité, il m'a dit que GitHub Action c'était dangereux, il faut que j'ai un humain qui vienne modifier pour mettre en prod. Mais en tout cas, faites en sorte de limiter ces approbations manuelles au strict code le plus dangereux. Par exemple, si vous êtes sur un déploiement où il va avoir les fonctionnalités d'authentification, bah, c'est peut-être bien effectivement d'avoir une revue manuelle derrière. Le reste, c'est peut-être moins grave, mais en tout cas, à cet endroit-là, c'est peut-être grave. Et faites attention aussi aux données qui vont arriver dans les PR, parce que même si la PR, elle est dans votre organisation et dans votre repo privé, vous n'êtes pas à l'abri qu'il n'y ait pas eu un Claude, un Gemini ou un copilote quelque part qui ait fait quelque chose, vous ne savez pas pourquoi, et qui a dans la PR qui va être buildée, qui va être utilisée pour le build, qui n'est pas quelque chose qui pue. Donc voilà, donc, la première chose pour sécuriser vos actions GitHub, c'est on les liste, on voit quelles sont les plus dangereuses, on met éventuellement des garde-fous, en voilà quelques-uns, et puis derrière, on essaye d'avoir quelque chose qui fait échouer la PR en fonction de ce qui va se passer. Il y a des outils qui permettent d'auditer la sécurité des GitHub Actions, comme Zizmore. Chez GitLab, je crois que c'est Plumber qui doit faire ça de tête. Enfin, il y en a un autre. Et tous ces outils, on peut les mettre en œuvre justement pour vérifier que il n'y a pas de secret qui traîne, comme GitLeaks. Je ne vais pas nommer des solutions commerciales françaises, mais bon, il y en a d'autres. En voici quelques-unes qui vont vous permettre de vous assurer que tout va bien sur vos GitHub Actions. Alors, ça c'est bien, c'est des mesures techniques, mais il y a quelques mesures organisationnelles à mettre en œuvre. La première, c'est comment on ajoute une dépendance dans son code. Parce que l'idée va germer forcément dans la tête d'un développeur de mettre cette dépendance-là. Où je travaille aujourd'hui, j'ai 700 développeurs répartis un peu partout. Je vous dis pas les idées qu'ils ont parfois. Et encore, c'est sans ce qui est en train d'arriver avec les AI, etc., qui, elles encore, ont de nouvelles idées pour eux. Et souvent, c'est joli ce qu'elles ont comme idée. La première chose, c'est qu'il faut que vous trouviez une manière de scanner automatiquement toute nouvelle dépendance et d'éviter que votre build se base sur une dépendance qui est tirée d'Internet. Ça, c'est la première chose. Donc, il faut mettre un espèce de proxy, donc un Artifactory. J'aime pas le mot parce que c'est en même temps un produit commercial. Donc, un Artifactory qui va, lui, avoir l'ensemble de vos dépendances que vous avez tamponnées. Tamponnées comment? Eh bien, tamponnées avec une revue. Est-ce qu'il y avait des mainteneurs? Est-ce que c'est une vieille dépendance? Est-ce qu'elle a beaucoup d'étoiles? Est-ce que j'ai pu passer un scan de sécurité? Etc., etc. Pour être sûr qu'au niveau de cette dépendance,
vous l'avez tamponnée, et elle est à peu près propre. Il y a un corollaire qui va poser problème rapidement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit des dépendances qui changent très très vite. Et donc, votre développeur favori va vous dire oui, mais je voudrais la version 1.42 bêta 10 parce qu'elle ajoute la fonctionnalité X, Y, Z utils. Ok, super. Donc, il va falloir que vous automatisiez tout ça. Ça s'automatise à peu près pas mal, ça. Nous, on a déployé un framework interne qui nous permet d'arriver à l'approbation sans revue manuelle. Et au moment de l'approbation, on regarde le rapport et on dit oui ou non. Donc, ça permet d'aller un peu plus vite. Mais en tout cas, il va falloir faire des scans de vulnes, vérifier les licences. C'est pas anodin. Et avec l'AI, c'est encore pire parce que comme c'est du code open source, vous savez que quand vous buildez un code open source, que vous avez une GPL, que vous rendez le produit commercial, il y a peut-être des petits soucis de licence. Donc pensez à ça aussi, à passer dans un outil d'analyse des licences. Il y en a deux, trois en open source qui existent. Vérifiez aussi les dépendances transitives, c'est-à-dire que vous avez une dépendance d'une dépendance d'une dépendance d'une dépendance. Donc c'est bien beau de regarder tout en haut, mais si c'est tout en bas que c'est pourri, vous avez un certain problème. Donc voir s'il y en a beaucoup ou pas. Et puis tout ce type de vérification humaine en soi-même, quasiment tout jusque là est automatisable avec des scripts, avec ce que vous voulez. Et derrière, vous pouvez générer des tableaux de bord et faire des breaks quand le développeur soumet une nouvelle, euh, une nouvelle dépendance. Alors, il y a des outils tels que des outils payants qui font presque tout ça. Je dis bien presque tout ça, mais ils sont presque très chers. En tout cas, la première chose à faire avant, c'est d'inculquer cette culture sécurité à vos développeurs, mise en place de Security Champion. Où je travaille, on a 45 équipes de dev, on a 45 référents sécurité. Parce que bon, il faudrait 45 mecs à la sécurité, sinon pour chaque feature du projet, c'est pas jouable. Donc en tout cas, la première chose, c'est avoir vos contacts sécurité et quand ils veulent insérer des nouvelles features avec des nouvelles dépendances, par exemple, c'est de leur dire tape à la porte parce que de toute façon, on va l'analyser, il ne faut pas te rattraper après et avec un peu de chance, il va être bloqué pour l'installer dans certaines organisations. Je suis dans les temps. Voilà, ça c'était pour parler un peu de la partie technique. Il y a quelques cadres réglementaires aujourd'hui qui entourent le problème de la supply chain technique. On a au niveau de nos amis de l'ANSSI un document qui vous donne quelques mesures minimum à faire. Je le disais déjà, le SBOM à jour, effectivement. L'identification de vos dépendances transitives, les scans de vulnérabilité et éventuellement des éléments autour de tout ce qui est tests réguliers, etc. Donc le guide de la supply chain, vous pouvez vous baser dessus si vous devez vous baser sur les guides de l'ANSSI. Le NIST a son pendant aussi. Le CRA, dont on va parler peut-être un peu après, je pense, définit des exigences, mais va beaucoup plus loin que juste la simple dépendance. Suivant ce que vous développez, vous devez peut-être même faire des CRA matériels. Si vous développez un logiciel embarqué, une machine-outil par exemple, où je travaille, on développe des machines-outils. Donc on a un SBOM logiciel et on a un SBOM matériel. Le SBOM matériel, c'est de dire que même la puce de la carte machin, elle a été fabriquée par telle personne à tel endroit. En tout cas, c'est ce que nous ont dit les legal, donc on les respecte. Donc ça, c'est un peu plus difficile à automatiser que le logiciel, en tout cas. Mais le CRA impose un certain nombre de choses, dont le SBOM et des délais sur la correction des vulnérabilités, ce qui fait que il va falloir justement que vous mettiez sur votre supply chain tous ces exécutions de vérification en amont. NIS 2, j'en parle pas, parce que peut-être qu'un jour, on va réussir à le décliner en France. Les US. Et si on passe sur les différentes réglementations,
On voit que le plus complet, en fait, aujourd'hui, c'est le CRA. Il essaye vraiment de tout voir, de dire qu'il y a effectivement, il recommande les due diligence fournisseurs. Alors, c'est l'envoi de questionnaires, ça peut être des choses comme ça, mais en tout cas, ça peut être aussi le scan de vulnérabilité qui peut rentrer dedans, parce que quelque part, ça va ensemble. Alors, l'OWASP dans tout ça. L'OWASP dans tout ça, parce que soit vous avez beaucoup d'argent, et je vous le souhaite, soit vous n'en avez pas, ou très peu. En tout cas, vous en avez au moins pour payer quelqu'un pour mettre en œuvre des solutions open source et quelqu'un qui va maintenir la solution en run. L'OAS, dans tout ça, sur toute cette chaîne, on a un spécial top 10 CI/CD. Et oui. Alors, je sais qu'il est très peu connu. Qui le connaît? Ah, voilà. Bah, il existe. Oui, Hervé, mais toi, Hervé. Donc, le top 10 CI/CD va beaucoup plus loin que ce que je vous ai présenté. Il vous donne un certain nombre d'éléments, que ce soit build, enfin, suivant votre endroit dans le build. Donc, vous pouvez vous baser dessus pour avoir un premier niveau de référentiel et de conformité pour ceux qui font de la conformité. Il n'a pas été mis à jour il y a très longtemps parce que tout comme il y en a un sur Kubernetes, qui connaît celui sur Kubernetes, il y en a un peu plus. Il n'y a pas Hervé. Les top 10, il y en a beaucoup hein, chez l'OWASP. Le plus connu, c'est le web, mais voilà, il y a celui du CI/CD qui vous détaille un petit peu plus. Là, j'ai essayé de faire un focus plutôt sur ça, mais vous voyez qu'il y a beaucoup d'autres choses sur votre chaîne de CI/CD, hein, sur la chaîne totale. Hein. On a tendance à se limiter aujourd'hui à ça, en fait. On pense surtout à ça. Mais il y a tout le reste. Vos exécuteurs GitHub, GitLab, Jenkins qui s'exécutent ont des potentiels problèmes de sécurité. Juste comme ça, qui c'est qui a déjà fait des audits de ces exécuteurs, que ce soit ces GitLab oui, enfin, il y en a un que je compte pas. Tu peux baisser, Nicolas. Mais voilà, il n'y en a pas beaucoup. Donc, c'est pas courant. C'est pas courant. Votre Jenkins, c'est pareil. Donc, n'oubliez pas que c'est un endroit, le CI, où aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui s'y intéressent. C'est le build. C'est vraiment le build de votre appli. Alors, à l'OWASP, j'aurais tendance à vous dire qu'il y a ces trois projets, OpenCVE n'étant pas un projet OWASP. Qui ne connaît pas OpenCVE? Ok. Donc, OpenCVE, c'est quand même assez pratique aujourd'hui. C'est développé par des ex de chez OVH. Il vous permet effectivement de suivre vos CVE. Dépendant de Citrac marche très bien aujourd'hui sur à peu près tous les environnements. C'est-à-dire que vous savez automatiquement analyser du Java, du .NET, du NPM, du Python, etc. Vous pouvez aussi le mettre en CI et la gestion des findings, vous pouvez le centraliser dans ce qu'on appelle à l'OWASP le Defect Dojo, qui est un centralisateur. Donc ça vous permet d'avoir tous vos findings au même endroit et d'automatiser un certain nombre de choses. Et on sait à peu près, dans Defect Dojo, intégrer toutes les sources de dépendance et faire de la déduplication. C'est-à-dire que vous pouvez analyser un container avec Trivi. Vous pouvez derrière, donc Trivi va analyser les dépendances dans le container, va analyser les secrets dans le container, mais vous pouvez faire tourner un git leak et un dépendant de Citrac et envoyer tout ça dans le Defect Dojo et vous aurez un seul findings et pas 3, 4, 5, 6, ce qui est souvent le truc le plus compliqué. Il y a un certain nombre de cheat sheets et d'outils qui vont vous permettre aussi de faire monter en compétence vos équipes en termes de formation. Il y a des gens qui donnent des formations très très bonnes. Je ne donnerai pas de nom. Il y a des guides comme le WASP SAM et le Juice Shop qui va vous permettre de vous entraîner et de bien vous donner un certain nombre de vulnérabilités. 5 actions que je recommande aujourd'hui. Des BOM à jour, du SLSA sur tous vos pipelines, l'audit du pipeline, donc l'audit de la GitHub Action, l'audit du GitLab CI et l'audit du Groovy.
Oui, je sais, sur Jenkins, c'est un peu barbare, mais le Groovy, ça s'audite. Le monitoring en continu et surtout former les équipes au risque de la supply chain, mais spécifiquement sur la supply chain, leur faire comprendre que c'est compliqué, que c'est grave et que c'est la première porte d'entrée aujourd'hui. Voilà. Bah écoutez, je suis dans les temps. Si vous avez des questions,